erreur majeure, fondamentale, si on pense que la communauté chiite est une communauté homogène, unie et unifiée autour d'une idéologie, d'une organisation, d'un référentiel, d'un symbolisme. Ça, si on fait cette lecture-là, dès le départ, on ne comprendra pas ce qui se passe en Irak aujourd'hui. Pour ma part, je vois la communauté chiite comme un espace traversé au moins par 4 grandes écoles fondamentales. La première école, bien évidemment, c'est l'école iranienne. Ces écoles iraniennes disposent des partis politiques, des ONG, des organisations, des programmes de socialisation qui se déploient dans tous les espaces et dans tous les domaines. Les pro-iraniens aujourd'hui est une catégorie des chiites qui ont des cartes d'oppression de haute gamme, si vous voulez, pour pouvoir agir sur les grandes orientations stratégiques de l'État. Face à cette école iranienne, vous avez une école de la Marja'iyya. La Marja'iyya qui est représentée par Ayatollah Sistani. Et cette Marja'iyya qu'on présente souvent comme apolitique, comme suprapolitique, comme anti-wilayat al-faqih, n'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose, wilayat al-faqih? C'est-à-dire, c'est l'idéologie officielle de la République islamique de l'Iran. Tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, la Marja'iyya a des organisations miliciennes estimées à 40 000 membres à ce jour-là, qui n'est pas rien. Hein. La Marja'iyya peut intervenir à tout moment dans les affaires politiques. Non seulement il peut intervenir, mais les acteurs irakiens de différentes communautés sollicitent régulièrement l'intervention de la Marja'iyya. Autrement dit, son intervention dans les affaires politiques recommandée, souhaitée par les acteurs irakiens eux-mêmes, mais pas seulement, mais aussi par les acteurs du système régional. L'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite sollicitent régulièrement l'autorité de la Marja'iyya pour régler les rapports conflictuels en Irak. Mais pas seulement les pays du système régional, mais aussi les pays du système international. Vous avez vu par exemple le pape comment s'est rendu à Najaf, n'est-ce pas? Vous avez vu tous ces présidents qui souhaitent parler pendant 5 minutes avec Ayatollah Sistani. Vous savez, toutes ces délégations américaines, européennes qui font la queue pour rencontrer les représentants d'Ayatollah Sistani et solliciter son intervention pour régulariser ou régler à certains moments la grande conflictualité en Irak. Et donc, oui, la Marja'iyya aussi représente une école, une catégorie très très importante, mais pas la seule. Une catégorie très importante de la communauté chiite. Je dis pas la seule. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2004 lorsque les milices de Muqtada Sadr ont encerclé la Marja'iyya d'Ayatollah Sistani et on lui a donné 48 heures pour quitter l'Irak. Sinon, il portera lui-même la responsabilité de sa disparition. Alors, autrement dit, oui, la Marja'iyya est très très forte, mais la Marja'iyya n'a pas toujours le dernier mot en Irak. La Marja'iyya peut influencer à des degrés très très importants les grandes stratégies irakiennes. Le 10 octobre de l'année dernière, cette tendance-là a obtenu la première place dans le système électoral avec ses 73 sièges. Aucun parti politique, aucune tendance politique, ni les pro-iraniens, en termes de sièges, bien sûr, en termes de sièges, n'a obtenu autant. Par exemple, Nouri Maliki, ou Hadi Amri, ou Qais al-Khazali, tous ces pro-iraniens, ils sont très 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 loin derrière Muqtada Sadr, qui représente certaines idées du nationalisme irakien. Et c'est au nom de ce nationalisme irakien que Muqtada Sadr s'oppose
prétend, bien évidemment, s'opposer à la fois aux Américains et aux Iraniens. Mais on sait très bien, tout ça c'est devant la caméra, ça c'est le discours populiste développé par Muqtada Sadr, par lequel il peut mobiliser sa base militante, mais dans les faits, il y a bien évidemment des négociations permanentes à la fois avec les Iraniens et les Américains, et les délégations sadristes se trouvent, pour ne pas dire tous les jours, mais au moins une fois par semaine, dans la zone verte, en pleine négociation avec l'ambassadeur américain, mais aussi avec Kahani, qui seront régulièrement dans son quartier général à Najaf. Il ne faut pas négliger la présence de la quatrième catégorie, à savoir les libéraux sunnites. Ces libéraux chiites, pardonnez-moi, ces libéraux chiites, ils sont là, ils sont nombreux, très très nombreux, non, mais ils sont nombreux. Il faut se souvenir de cette tradition communiste dans l'espace chiite. Dans les années 30, 40, 50, le sud d'Irak était le territoire par excellence du déploiement et de la domination du Parti communiste. Le Parti communiste irakien était le parti communiste le plus puissant, un des partis politiques les plus puissants du Moyen-Orient. D'accord? Et du Faou jusqu'à Bagdad, les portraits de Karl Marx, de Lénine, étaient un peu partout. L'idéal du communisme, on pensait que le sud d'Irak était la terre promise de tous les communistes. Et donc cette tradition, c'est vrai, le Parti communiste s'est effondré, mais la tradition est toujours là. Cette tradition qui s'est bien évidemment convertie en libéralisme pour certains, pour d'autres en engagement au sein des organisations non gouvernementales, pour d'autres catégories, l'engagement au sein du mouvement de contestation d'une manière permanente, mais la tradition est là. Et donc cette école laïque, on peut dire laïque, on peut dire libérale à certains niveaux, est là et a des représentants, par exemple, un des représentants de cette branche-là, de cette catégorie-là, est à la tête du gouvernement, à savoir Mustafa Kazmi. Et il y a d'autres aussi qui s'identifient. Souvent, les acteurs chiites, entre la Marja'iyya, les pro-iraniens et les nationalistes, ils vont faire des accords pour trouver dans cette quatrième catégorie des premiers ministres. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, cette catégorie-là, sa fragilité, sa précarité, sa faiblesse, c'est qu'elle n'a pas des milices, elle n'a pas d'argent, mais elle a des idées. Donc cette catégorie-là, avec ses idées, peut gouverner, mais reste toujours prise en otage par les forts. C'est pourquoi lorsqu'un acteur, Mustafa Kazmi, est arrivé au pouvoir, j'avais employé une formule qui a été reprise un peu partout. C'est le candidat le plus faible autour duquel les forts ont fait un consensus. On amène toujours un faible. Pourquoi? Parce que les forts peuvent le manipuler comme ils le souhaitent. L'Irak, c'est vrai, il y a un gouvernement, il y a un président de la République et un premier ministre. Mais dans les faits, l'Irak est dirigé par d'autres acteurs. Autrement dit, l'Irak, dans la réalité, est dirigé non pas par un gouvernement ou par un président de la République, mais par des acteurs qui travaillent dans les coulisses. Jamais vous pouvez former un gouvernement sans Muqtada Sadr, sans Nouri Maliki ou sans, par exemple, le président Barzani. Or, à ce jour-là, ni Maliki, ni Sadr, ni président Barzani, ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont à l'extérieur du pouvoir. L'Irak est géré par les acteurs qui sont à l'extérieur du pouvoir. Le pouvoir est géré à l'extérieur du pouvoir par des acteurs qui ne souhaitent pas s'intégrer au pouvoir. Imaginez le jour, l'acteur qui gère dans la réalité le pays doit rester sacralisé. Imaginez si un jour Muqtada Sadr devient Premier ministre. Le lendemain, il perdra sa dimension sacrée. Et donc pour rester sacré,
en tant que référentiel qui donne la bénédiction à la formation des gouvernements, il faut rester à l'extérieur du pouvoir tout en monopolisant le pouvoir.